Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. On démarre avec le décryptage de l'actualité. On va parler ce soir de l'Afghanistan. Les pourparlers de paix historique entre les talibans et Kaboul, retardés depuis plus de 6 mois, vont démarrer samedi au Qatar afin d'essayer de mettre un terme après 19 ans de conflit entre les deux parties en Afghanistan, conformément à l'accord signé avec les États-Unis. L'Émirat islamique d'Afghanistan, c'est le nom que se donnent les insurgés, déclare être prêt à participer à la cérémonie inaugurale des négociations inter-afghanes devant donc se tenir au Qatar samedi 12 septembre. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, qui sont autour de la table de discussion pour ces pourparlers? On aura autour de la table des Afghans, puisqu'on est actuellement dans la seconde phase de l'accord qui avait été signé par les Américains avec les talibans sans le gouvernement afghan. Et avec cette seconde phase, il faut maintenant des négociations inter-afghanes pour aboutir à la fin également du conflit au niveau de l'Afghanistan. On aura d'un côté le gouvernement, d'un autre les talibans, qui doivent voir dans quelle mesure ils vont pouvoir trouver une issue à cette guerre qui dure pour ce qui est des Américains depuis 19 ans, mais qui dure depuis beaucoup plus longtemps puisque la guerre en Afghanistan avait commencé en 1979. Ces pourparlers sont placés sous l'égide de qui? Les pourparlers sont placés sous l'égide des Américains et j'allais dire même sous Trump parce que c'est un de ses éléments de campagne. La preuve, il a dépêché Pompeo pour qu'il soit présent à l'ouverture de ces négociations. Et Pompeo a donné le ton en demandant aux gens d'être pragmatiques et d'être également flexibles pour que la rencontre puisse aboutir à un succès bien sûr dont Donald Trump a besoin, puisque ces éléments de campagne intérieure au niveau des États-Unis, Covid est venu le priver de ces éléments-là. Il a besoin d'éléments à l'extérieur pour pouvoir tenir tête à son adversaire. Pourquoi le choix du Qatar? En fait, le Qatar est un pays où, d'habitude, les opposants arabes et musulmans se retrouvent. Le Qatar n'est pas comme l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il y a un conflit entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il n'y a pas longtemps, l'Arabie Saoudite avait voulu organiser un blocus par rapport à ce pays qui, au niveau du Golfe, ne suit pas l'Arabie Saoudite. Ils ont une certaine liberté qui leur permet de dire oui, de dire non, d'accepter de faire une chose ou pas. Ils sont en train également d'ouvrir leur pays, de ne pas rester dans cet enfermement qu'on voit dans beaucoup de pays arabes. Et souvent, cela fait que, quand il y a des conflits, ceux qui sont contre les gouvernements préfèrent généralement un tel pays où on donne la parole à quelqu'un qui peut être de l'opposition. Alors qu'ailleurs, ça n'aurait certainement pas été véritablement le cas. Le deuxième élément, c'est le choix des Américains. C'est là-bas qu'il y a déjà eu les premières négociations avec les Afghans, la négociation entre les États-Unis et les Afghans. Donc, c'est en quelque sorte une continuation de ces négociations qui avaient été débutées avec l'État américain. Mais le choix du Qatar, est-ce que ça veut dire que les autorités du Qatar jouent un rôle dans ces pourparlers? Mais bien sûr, en tant qu'intermédiaire, le Qatar a déclaré, le ministre des Affaires étrangères a parlé de la rencontre officiellement en disant que le Qatar va accueillir cette rencontre et il se montre ouvert aussi bien pour accueillir la rencontre que pour aider à trouver une solution pour ce qui est de la question afghane, puisque pendant un temps, les Qataris également ont été impliqués sur la guerre en Afghanistan, aussi bien que les Saoudiens et un certain autre nombre de pays arabes et islamiques. Est-ce que les deux délégations, taliban et gouvernement afghan, sont représentées au haut niveau? Oui, ils sont représentés au haut niveau, puisque pour le gouvernement, curieusement même, c'est son adversaire lors de la dernière présidentielle qui est parti, avec d'autres pour représenter le gouvernement. Au niveau des talibans, c'est pratiquement la même équipe qui avait négocié avec les États-Unis qui est repartie. Donc des gens qui connaissent déjà le lieu, qui connaissent comment venir discuter et qui avaient gagné des points parce que faut pas oublier que dans cette négociation, les talibans ont réussi à faire libérer 5000 prisonniers parmi leurs membres contre 1000 prisonniers au niveau des forces de défense et de sécurité. Ça fait partie d'ailleurs même de ce qui avait retardé cette discussion qui devait avoir lieu depuis le mois de mars. Mais il y avait des cas difficiles avec, parmi les prisonniers, certains qui ont fait des attentats contre les Afghans, contre même des étrangers, contre des militaires étrangers qui étaient sur le territoire afghan. Et leur pays d'origine faisait pression
pour que ceux-là ne soient pas libérés. Mais finalement, les talibans ont eu raison. On a libéré ceux-là, malgré actuellement la contestation de la France et de l'Autriche en particulier, qui continue à se plaindre que non, on ne doit pas laisser ces gens-là partir après avoir tué des soldats qui font partie de leurs citoyens. Ça veut dire que les talibans abordent ces pourparlers en position de force? Oui, ils abordent ces pourparlers en position de force parce que les Américains, il faut qu'on soit clair, veulent quitter l'Afghanistan. Leur problème, ce n'est plus quelle solution il va y avoir en Afghanistan. Ils l'ont fait en Irak. Ils l'ont fait également en Somalie, les gens l'oublient, puisqu'ils étaient là-bas également avec une opération qu'on appelle Restore Hope. C'est la même chose. Après 19 ans de guerre, ils ont été incapables de vaincre les talibans. C'est ça la vérité. Maintenant, ils ne veulent pas continuer. Ça coûte de l'argent, ça coûte des hommes. Trump avait, parmi ses promesses, dit qu'il va ramener tous les soldats américains qui sont à l'extérieur. Il est en train de vouloir réaliser cela. Mais c'est pourquoi c'est les Américains qui sont en train de faire leur affaire. C'est la raison pour laquelle vous voyez comment ils ont fait. Les Américains partent négocier avec les talibans. Le gouvernement afghan n'est même pas informé. Je dis même pas présent, mais même pas informé au point que le président s'était plaint à un certain moment. Quand il a fallu libérer, c'est la même chose. C'est les Américains qui négocient avec les talibans, qui décident. C'est le gouvernement afghan qui applique. Bon, le gouvernement a essayé de résister, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'aujourd'hui, c'est les Américains qui leur donnent les armes, c'est les Américains qui économiquement les aident, c'est eux qui sont présents sur le terrain, ils ont les pieds et les mains liés par rapport aux Américains. Et ça fait une force pour les talibans parce que quand les talibans contestent, c'est les Américains qui font pression sur le gouvernement pour pouvoir céder quelque chose aux talibans pour que cet accord soit possible. Donc les talibans sont en position de force sur ce plan-là. Il ne faut pas oublier également qu'ils occupent une partie du territoire. Une bonne partie même du territoire quand on laisse la capitale. Donc c'est pourquoi au moment des négociations, ils ont eu des exigences assez fortes et ils ont réussi à les avoir. Certainement, ils vont continuer sur la même longueur d'onde en voulant gagner encore sur l'État afghan. Alors, généralement, dans ce genre de pourparlers, il y en a certains, on regarde la situation, les deux délégations y vont, mais ne se parlent jamais directement. Est-ce que ce sera le cas ici ou bien il est possible que ces deux délégations se parlent directement? Non, ils vont se parler directement, puisque dans l'accord, c'était prévu déjà dans l'accord qu'il y ait des négociations directes. Il y a eu déjà les préalables en matière de discussion sur les conditions, il y a eu tout cela. Il y a eu même un petit hic au dernier moment parce que l'État afghan devait faciliter même le départ des talibans. Il y a eu un petit hic à un certain moment, mais tout a été réglé. Actuellement, tout le monde est parti pour le Qatar. Les deux délégations vont se rencontrer puisque l'accord parlait de discussion directe. Certes, sous la supervision des États-Unis, mais le principe était que les Afghans eux-mêmes s'asseyent pour trouver une solution à la guerre qui secoue l'Afghanistan présentement. Quels sont les sujets de discussion entre les deux délégations? À coup sûr, quand on est dans une situation comme celle-là, il va falloir discuter sur quel Afghanistan. Ça va être un des sujets. Il va falloir discuter également de ce que l'on voit toujours dans ce genre de situation, le partage du pouvoir. Si les Afghans décident de poser les armes, ce n'est pas pour aller retourner chacun dans son coin. Il va falloir discuter également du désarmement, puisque les talibans sont carrément une armée en bonne et due forme. Est-ce qu'on va les intégrer dans l'armée? Est-ce qu'on ne va pas les intégrer dans l'armée? Donc, généralement, ce sont ces éléments-là qui vont être discutés. Il y a une chose qui sera également discutée parce que quand les talibans parlaient, ils ont dit qu'ils sont d'accord pour qu'on apporte une paix globale, mais ils ont dit également qu'ils veulent un système islamique pur en Afghanistan qui soit conforme aux valeurs islamiques. Là, il y aura discussion, puisque ça veut dire qu'ils sont encore dans l'esprit d'avoir, à défaut d'un État islamique, un État qui serait à 80 ou à 70% islamique. Certainement, ça fera partie également de ce qui va être discuté. Pour le gouvernement, c'est quoi les priorités? Pour le gouvernement, la priorité, c'est d'abord de sortir de cette guerre. Puisque c'est clair que sans l'apport des Américains, le gouvernement afghan ne tiendra pas devant les talibans. Et c'est un peu ça le mal de ce gouvernement. Ils partent à la négociation, mais ils ne partent pas dans une position extraordinaire, ils partent plutôt dans une position de faiblesse. Ils vont négocier pour la paix, puisque c'est ce qu'ils ont toujours réclamé, qu'il y ait l'arrêt des violences, les attentats, mais ça, on peut dire que c'est déjà réglé, puisque les Américains avaient demandé une baisse de la violence, pas un arrêt. C'était ça le contrat, une baisse de la violence, ce qui a été en partie obtenu, parce que la violence a parfois repris de temps à autre.
La deuxième chose, le président actuel, certainement, va vouloir préserver son fauteuil, puisqu'il sort d'élection il n'y a pas longtemps. Les talibans n'y avaient pas participé. Il va vouloir garder son portefeuille pour ne pas se retrouver encore en situation d'élection. Troisième élément que le gouvernement va vouloir négocier et qui va être difficile, vous avez une partie des Afghans qui ont été victimes de ces attentats, une partie de la société civile qui, eux, disaient depuis fort longtemps, il ne faudrait pas qu'on sacrifie tous les crimes qui ont été faits au nom d'une paix pour l'Afghanistan. Donc le gouvernement se retrouvera devant deux fronts, le front avec les talibans, mais le front également avec une partie des Afghans qui considèrent qu'on ne peut pas du jour au lendemain laisser passer toutes ces années de guerre avec tout ce qui a été fait comme crime, dont certains criminels sont là, on les connaît en bonne et due forme, et au nom d'une négociation, on va passer l'éponge sur tout ça. Le gouvernement risque également d'être confronté à cette situation. Finalement, les talibans vont à ces discussions en position de force. En amont, ils ont réussi à obtenir plusieurs concessions du gouvernement. On ne tend pas vers une prime à l'impunité? On l'a déjà, on ne tend pas. On a déjà la prime à l'impunité, puisqu'il y a 400 parmi les prisonniers pour lesquels les preuves étaient établies du fait qu'ils ont participé à des attentats, à des prises d'otages, même au niveau de l'hôtel, au niveau de Kaboul, qui avait fait beaucoup de bruit au niveau des médias. C'est clair. Mais les talibans étant en position de force, ils avaient dit non seulement libérer nos gens, ils avaient donné un nombre, mais ils avaient donné également une liste en disant que telle personne doit obligatoirement faire partie des 5000 personnes à libérer. Donc, il y a des gens qui sont là, qui sont condamnés. Il y a d'autres qui étaient dans leur procédure, qui n'avaient pas encore été jugés. Mais ceux qui sont condamnés sont sortis des prisons sans pour autant avoir purgé la peine. Donc, s'il faut parler d'impunité, l'impunité est déjà là. Sans compter que si les procédures avaient continué, certainement, il y a d'autres qui auraient été poursuivis, il y a d'autres qui auraient été condamnés. Il est possible aujourd'hui, avec le démarrage de ces pourparlers demain, d'espérer une pacification de l'Afghanistan avec un redémarrage de processus politique normal? C'est ce qu'il faut souhaiter pour ce pays. Quand même, en guerre depuis 1979, les Afghans ont certainement besoin de se retrouver et de s'occuper du développement dans un pays où on n'a même pas encore commencé à poser les fondements du développement. Je crois que ça, les Afghans en ont besoin et la communauté internationale devrait aider à ce que les Afghans puissent l'avoir. Mais le résultat n'est pas évident. Parce que ce que beaucoup d'analystes craignent, c'est que les talibans, puisqu'ils se sentent en position de force, vont vouloir prendre la part la plus importante du gâteau. Et est-ce que la pression américaine sur le gouvernement sera suffisante pour que le gouvernement l'accepte? Parce que ce serait quand même une sorte d'humiliation pour le président actuel qui a été soutenu par les Américains, qui a même eu des problèmes lors des dernières élections, puisque son adversaire avait contesté en disant qu'il y avait de la fraude et tout. S'il faut maintenant venir encore le trouver et que ce soit les talibans qui pratiquement décident pratiquement seuls de ce que va être l'Afghanistan demain, les Américains auraient tout simplement réglé leurs problèmes, quitter l'Afghanistan, quitte à humilier le pouvoir qu'ils ont laissé sur place. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer maintenant à la pause. Et derrière, c'est l'invité journal, l'invité sport.